The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Voulez-vous asseoir? Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire. Le greffier d'audience. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs le juge. Situation en République du Mali. Affaire le procureur contre Ahmad Al-Farki Al-Madi. Référence de l'affaire ICC 0112-0115. Le Président, merci. Je suis donc le juge Morrison et je suis le juge président de cet appel interjeté dans l'appel, le procureur contre M. Al-Madi. Au nom de la Chambre d'appel, je vais maintenant rendre l'appel concernant l'appel interjeté par le LRV contre l'ordonnance de réparation de la Chambre d'instance 8, déposée selon l'article 82.4 du statut. La décision de la Chambre a été rendue le 17 août 2017. Dans le résumé d'aujourd'hui, je ferai référence à cette décision comme étant la décision attaquée et la Chambre de première instance suisse sera appelée Chambre d'instance. Les autres juges de la Chambre d'appel qui sont avec moi pour cet appel aujourd'hui sont la juge Sylvia Fernandez de Gourmandi, juge Sanji Monaren, juge Christine Vandenweigert et juge Piotr Hofmanski. Je suis aussi accompagnée des juristes de la division des appels, M. Volker Nerlich, Mme Barbara Roche, M. Anthony Abato, Mme Chitindra Singh et Mme Annabelle Gary. Puis-je demander maintenant aux parties et aux participants de se présenter pour le compte-rendu et commençons bien sûr par le représentant légal des victimes. Merci, Monsieur le Président, Messieurs et Madame les juges. Je suis Maître Kasongo Mayombo, avocat, représentant légal des victimes. Mon équipe est composée aujourd'hui de Maître Aline Dele qui m'assiste, avec Mademoiselle Sarah Benaïssa qui compose cette équipe. Merci beaucoup. Merci. And now for the defense. Merci. La défense maintenant, s'il vous plaît. Maître Awini, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je suis Maître Mohamed Awini, je suis conseil de défense de Monsieur Al-Madi. Je suis accompagné aujourd'hui pour cette audience par Madame Sylvia Emma Colgino et Madame Judith Akebe. Merci Monsieur le Président. And now the trust fund for victims. Et maintenant, les fonds pour les victimes, s'il vous plaît. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Je suis Peter Deban, directeur du Fonds pour les victimes, et je suis avec Madame Rosenberg, qui est juriste associée. Le Président, merci. Je vais maintenant résumer la version publique de l'arrêt de la Chambre d'appel qui a été rendu à l'unanimité. Ce résumé ne fait pas partie du jugement écrit, bien sûr. Veuillez remarquer qu'il n'y a que le jugement écrit qui fera loi. Le jugement écrit sera déposé sous version confidentielle et sous version publique et sera présenté aux parties peu de temps après cette audience. Au cours de cette audience, je ferai référence à M. Ahmed Al-Farki Al-Madi comme étant M. Al-Madi et au représentant légal des victimes comme étant le LRV. Avant de résumer l'arrêt de la Chambre d'appel, je rappelle que M. Al-Madi a été condamné comme co-auteur au titre des articles 8.2 petit 4 et 25.3 petit a du statut pour avoir attaqué délibérément 10 objets protégés à Tombouctou au Mali entre et aux environs du 30 juin 2012 et du 11 juillet 2012. Et il a été condamné à une peine de 9 ans de prison. Je ferai référence à ces 10 objets protégés comme étant les bâtiments protégés. Et je commence d'abord par un bref rappel de la procédure. Le LRV a déposé son acte d'appel en l'espèce le 18 septembre 2017 et son mémoire d'appel le 18 octobre 2017.
En application des directives de la Chambre d'appel sur les appels, le Fonds pour les victimes a déposé ses observations concernant le mémoire d'appel du LRV le 29 novembre 2017 et M. Al-Mahdi et le LRV ont répondu à cette dernière écriture le 11 décembre 2017. M. Al-Mahdi n'a pas déposé de réponse séparée concernant le mémoire d'appel du LRV, mais des arguments principaux de l'appel sont inclus déjà dans sa réponse au mémoire d'appel du LRV. Maintenant, passons au fond. Le LRV a soulevé 2 moyens d'appel et je les traiterai dans l'ordre. Tout d'abord, premier moyen d'appel. Le LRV a fait valoir que la Chambre de première instance avait fait une erreur en limitant les réparations individuelles pour pertes économiques aux personnes dont la survie économique dépendait uniquement des bâtiments protégés. La Chambre d'appel fait remarquer tout d'abord qu'une Chambre de première instance, lorsqu'elle octroie des réparations, a toute discrétion circonscrite explicitement par la portée et l'étendue de tout dommage, perte et dol, tel qu'est expliqué à l'article 75.1 du statut et à la règle 97.1 du règlement de procédure de preuve. Pour atteindre sa décision, une chambre de première instance doit donc prendre en compte les écritures des parties comme elles sont énoncées à l'article 75.3 du statut et peut désigner des experts adéquats pour l'aider à déterminer l'étendue, pour déterminer ces paramètres justement en application de la règle 97.2 du règlement de procédure et de preuve. La Chambre d'appel fait remarquer que la Chambre de première instance, en analysant les différents types de préjudices allégués dans les informations dont elle disposait, a déclaré qu'elle avait pris en compte de façon libre toutes les écritures, toutes les demandes, toutes les pièces justificatives et tous les rapports d'experts qui auraient pu être pertinents. La Chambre d'appel considère que le LRV n'a pas réussi à démontrer que la Chambre de première instance avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en atteignant sa décision et n'a trouvé aucune erreur dans la détermination de la Chambre d'appel de la catégorie des victimes qui devraient avoir droit aux réparations individuelles pour pertes économiques individuelles. Passons maintenant au deuxième moyen d'appel. Le LRV fait valoir que la Chambre d'instance a fait une erreur en déléguant son pouvoir juridictionnel pour réparation au Fonds pour les victimes, qui est une entité non judiciaire. Il conteste aussi les conclusions de la Chambre de première instance concernant la confidentialité des informations et des coordonnées des victimes. Sur le premier argument concernant donc une éventuelle délégation de pouvoir au fond, la Chambre d'appel fait une remarque que, en ce qui concerne la Chambre de première instance, elle avait pris en compte le fait que le nom des victimes satisfaisant aux critères n'était pas connu et considérait donc qu'il ne serait pas pratique pour la Chambre d'essayer d'identifier et d'évaluer ces personnes seule. La Chambre de première instance a donc considéré qu'il serait plus pratique que les réparations individuelles soient octroyées sur la base d'une sélection administrative effectuée par le TFV. La Chambre d'appel considère que la décision de la Chambre de première instance est conforme à la règle 98.2 du règlement de procédure de preuve et que le raisonnement sous-tendant cette disposition, à savoir qu'il se peut qu'il y ait des situations où il serait impossible ou impraticable d'octroyer des réparations à titre individuel et que la Chambre de première instance doive s'appuyer sur le fonds au profit des victimes afin de rendre plus efficace et plus efficient le processus de réparation. La Chambre d'appel considère qu'il revient à la Chambre de première instance de demander au cas par cas l'assistance, par exemple, du fonds au profit des victimes afin de procéder à une première sélection des bénéficiaires et prétendant à réparation individuelle qui répondent aux critères d'admissibilité établis par la Chambre de première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur à cet égard. Toutefois, la Chambre d'appel estime qu'il appartient à la Chambre de première instance, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, de prendre des décisions définitives quant aux demandes de participation aux fins de réparation individuelle lorsque des décisions administratives du Fonds au profit des victimes sont contestées ou proprio motu. En conséquence, la Chambre d'appel amende la décision attaquée dans la mesure où les prétendants à réparation au titre individuel devraient pouvoir contester devant la Chambre de première instance la décision prise par le Fonds au profit des victimes s'agissant de l'admissibilité aux réparations à titre individuel. Et il appartient à la Chambre de première instance de prendre des décisions définitives à cet égard. S'agissant du deuxième argument formulé par le représentant légal des victimes
au titre du deuxième moyen d'appel. S'agissant donc de la confidentialité des informations, la Chambre d'appel note d'abord que le LRV a demandé à ce que la Chambre d'appel octroie des mesures initiales de confidentialité, et ce afin de garantir que les informations identifiant les victimes souhaitant garder l'anonymat ne soient pas communiquées au fonds profit des victimes ni à M. Almadi sans leur consentement préalable. À ce chapitre, la Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance a déclaré qu'aucune identité des demandeurs en réparation ne peut être communiquée au fonds au profit des victimes ou à la défense sans le consentement de la victime. Fin de citation. En conséquence de l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre de première instance n'a pas annulé les mesures de protection et la Chambre d'appel donc rejette l'argument du LRV car ne découlant pas de la décision attaquée. Deuxièmement, la Chambre d'appel remarque que dans ses écritures devant la Chambre d'appel, le LRV exprime des préoccupations plus générales s'agissant de la communication d'informations relatives à l'identité des demandeurs en réparation et communications qui sont faites au fonds profit des victimes et à M. Almadi. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a déclaré que quiconque souhaite participer à des réparations à titre individuel doit dévoiler son identité au TFV et à la défense. La Chambre d'appel note que dans la procédure précédant la délivrance de la décision attaquée, les informations identifiant les demandeurs en réparation n'avaient pas été communiquées à M. Almadi. La Chambre d'appel rappelle qu'en statuant sur les requêtes aux fins d'expurgation, la Chambre de première instance doit prendre en considération et concilier les droits et les intérêts des parties, conformément à l'article 68 du statut, qui dispose que la Cour prend les mesures appropriées pour protéger la sécurité des victimes et des témoins. Fin de citation. Ces mesures ne peuvent porter préjudice ou être incompatibles avec les droits de l'accusé à un procès équitable et impartial. La Chambre d'appel note que les intérêts de M. Almadi à ce stade de la procédure sont limités. La Chambre de première instance s'est déjà prononcée sur la responsabilité financière de M. Almadi et comme l'a fait valoir le LRV, le résultat de la sélection n'aura pas d'impact sur cela. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la Chambre d'appel considère qu'en conciliant les intérêts des parties en litige, la Chambre de première instance n'a pas justifié pourquoi il convenait d'obliger les victimes à avoir à choisir entre leurs préoccupations en matière de sécurité et leur admissibilité à des réparations à titre individuel. La Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance a commis une erreur en ordonnant que l'accès aux informations identifiant les victimes soit communiqué à M. Almadi comme condition pour que les demandes soient examinées par le Fonds profit des victimes. Cette conclusion est renversée et la décision attaquée est en conséquence amendée dans la mesure où le TFV est autorisé à examiner les demandes en réparation à titre individuel faites par des personnes qui ne souhaitent pas que leurs informations, leurs coordonnées soient communiquées à M. Almadi. La Chambre d'appel note également que le LRV s'est aussi opposé à la divulgation d'informations identifiantes au fonds profit des victimes. La Chambre d'appel considère que pour que le TFV puisse procéder à une sélection préliminaire, il lui faut obtenir des informations identifiant les demandeurs et pouvoir le vérifier. Par conséquent, les victimes qui souhaitent obtenir des réparations à titre individuel doivent rendre leurs informations disponibles au TFV ou consentir à ce que cette information lui soit communiquée. Par conséquent, l'ordonnance portant réparation est amendée comme suit. Premièrement, les demandeurs à réparation souhaitant participer au processus de réparation qui ne souhaitent pas que leur identité soit divulguée à M. Almadi peuvent néanmoins participer au processus de sélection administratif auquel procédera le Fonds profit des victimes, dans lequel cas leur identité sera divulguée au Fonds profit des victimes, mais pas à M. Almadi. Deuxièmement, les demandeurs à réparation jugés par le Fonds au profit des victimes à la suite d'un processus de sélection administrative inadmissible à des réparations à titre individuel sont autorisés à demander à ce que la Chambre de première instance examine l'évaluation faite par le profit au Fonds des victimes. La Chambre de première instance peut également évaluer l'évaluation proprio motu. Le reste de l'ordonnance portant réparation est ainsi confirmé. Ceci conclut mon résumé de l'arrêt. Je remercie les interprètes, le greffier d'audience, les parties, les participants. L'audience est levée. We are delivering a judgment in the case of the prosecutor against Jermaine Katanga. Nous allons maintenant rendre un arrêt relatif à l'affaire Katanga. Nous allons le faire dans environ 15 minutes.